Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à Infotémis, on rencontre l'auteur Marc-Antoine Bélé au sujet de son roman Les Wallace, tome 1, La prophétie, défi tête rasée à l'école Rivière des 15 et on en apprend plus sur les cuisines collectives. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Infotémis. Marc-Antoine Bélé, animateur à CKVM-FM, a récemment lancé son premier roman d'une série de 10 ici au Témiscamingue, mais aussi à Québec, dans sa ville natale. Les Wallace, la prophétie est un roman fantastique mettant en vedette les frères et sœurs Wallace. L'intrigue se déroule en 2052, époque où une invasion de loups-garous sème la terreur sur la Terre. Très vite dans l'histoire, le lecteur apprend que la famille Wallace est l'élue d'une prophétie, la désignant comme étant la sauveuse de sa communauté. En entrevue avec Mathilde Manta du journal Le Reflet, Marc-Antoine Bélé affirme que les 10 tomes porteront sur la quête des personnages qui devront trouver des pierres magiques représentant les 4 éléments, soit l'air, l'eau, le feu et la terre. La série s'adresse à un public âgé de 10 ans et plus, mais elle peut plaire à des lecteurs de tous âges. Nous avons rencontré Marc-Antoine afin d'en savoir un petit peu plus. C'est une grande fierté pour moi, ce premier livre-là. Ça s'appelle Les Wallace, tome 1, La prophétie. Pourquoi tome 1? Parce que c'est le premier d'une longue série. Moi, j'aime ça, me compliquer la vie. Donc, j'ai décidé de faire une série de 10 tomes, 12 chapitres chacun. Ça se lit très bien. On parle d'à peu près 190 pages pour le premier tome. Ça va être sensiblement le même nombre de pages là, pour chacun des tomes, étant donné que ça va être le même nombre de chapitres. Donc, ça va être à peu près semblable. Et ça raconte l'histoire de 4 frères et sœurs, donc 3 frères et une sœur, en fait, les Wallace, donc Walt, Wendy, Warren et William Wallace, qui habitent dans une petite municipalité qui s'appelle Roxville au Canada en 2052. Donc ça, c'est ce qui est original, je pense, dans mon idée, c'est que ça se passe dans le futur, donc à peu près 35 ans, dans 35 ans d'ici. Et là, ils défendent leur petite communauté contre des troupes de loups-garous, parce que partout à travers le monde, ça fait maintenant 3 ans qu'il y a des troupes de loups-garous qui attaquent, rasent, pillent des villes et des villages. Ils semblent être à la recherche de quelque chose, mais personne ne sait vraiment à la recherche de quoi. Et là, les Wallace vont découvrir qu'ils seraient les élus d'une ancienne prophétie de Nostradamus. Et selon cette prophétie-là en question, seuls les élus peuvent espérer ramener la paix sur Terre en éliminant la magie. Et pour éliminer la magie sur Terre, ils doivent retrouver donc les objets qui font qu'il y a de la magie sur Terre, c'est-à-dire le bâton magique et les 4 pierres d'éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. Alors, on voit que c'est une totale fiction, même de la science-fiction. Okay, oui. D'où ça sort, cette imagination-là? Ah, ça sort de ma tête. En fait, ça vient du secondaire. Mon goût de l'écriture vient du secondaire, d'un projet en secondaire 1 qu'on avait à faire, un projet de fin d'étape où on devait composer un petit roman. Donc là, j'avais écrit un petit roman d'une 40aine de pages. J'avais une bonne note. J'avais le goût ensuite d'essayer de développer un peu tout ça. Et c'est comme ça qu'est né mon goût de l'écriture. Mais l'idée des Wallace en tant que telle vient du primaire. Au primaire, j'avais 2 voisins qui étaient mes amis d'enfance. J'avais un autre ami aussi qui habitait dans le bas de la rue. Et on s'était retrouvés à jouer les 4 ensemble dans ma cour arrière chez nous, de notre maison mobile à Beauport, dans le coin de Québec. Et on jouait qu'on était 4 amis musiciens qui jouaient, donc ils faisaient un spectacle dans un bar et tout d'un coup, on se faisait attaquer par des loups-garous, puis on se défendait. Donc ça, c'est la prémisse de mon histoire, parce que le chapitre 1 du premier tome, c'est ça.
C'est les 4 Wallace qui jouent qui jouent un spectacle là, dans un bar puis sont attaqués par des loups-garous. Donc mon histoire commence vraiment comme ça. Puis à partir de là, j'ai développé un peu tout ça. J'ai pensé comme la famille est importante pour moi, je voulais véhiculer ça aussi dans l'histoire, l'esprit de famille, l'esprit de solidarité, tout ça. Alors, j'ai transformé les 4 amis en 4 membres d'une même famille. Et ensuite, ben là, je me suis dit 4 personnes. J'ai pensé aux 4 éléments, terre, feu, air et eau. Fait que là, tranquillement, pas vite, j'ai assemblé comme ça une couple d'éléments. Puis ça a fini par créer cette histoire-là. Quand on se plonge comme ça dans la rédaction d'un premier roman, est-ce qu'on va chercher des ressources? Comment on gère ça? Comment on gère ça? C'est une bonne question. On gère ça avec du temps, je pense. J'ai travaillé dessus pendant environ 7 ans. À temps perdu, là. Des fois, je peux être 1 an sans rien écrire, là. Mais on écrit tranquillement, on réécrit, on réécrit. J'ai fait à peu près 6-7 versions. J'ai fait à peu près 5 versions avant de l'envoyer pour la première fois dans des maisons d'édition. Je me suis dit après ça, parce que là, rendu à 5 versions, je savais plus trop quoi améliorer, quel chemin prendre pour améliorer les choses, même si je savais que mon livre n'était pas tout à fait à point. Fait que là, je me suis dit peut-être avec les réponses négatives, ils vont me dire quand même qu'est-ce que j'ai à travailler. Non, ça n'a pas été le cas. Ils m'ont juste dit, la majorité, il y en a quelques-uns quand même qui m'ont donné des raisons. Puis, c'était pas des raisons majeures. Fait que là, je me suis dit, je suis quand même dans une bonne voie, ça veut dire. La majorité des maisons d'édition étaient réticentes parce que c'est le premier tome d'une série. Comme c'est mon premier roman, il y en a plusieurs qui veulent pas trop s'embarquer là-dedans parce qu'ils connaissent pas mon style d'écriture. Fait qu'ils étaient un peu réticents parce que c'est mon premier roman, puis c'est une série. Puis je me doutais que ça allait sortir comme argument, mais j'ai quand même pris la chance. Puis finalement, c'est grâce aux commentaires d'un de mes amis à qui je l'ai fait lire. C'était mon premier regard extérieur. Puis à un moment donné, à force de le corriger, puis le corriger, puis le corriger, on finit par plus trop savoir quoi corriger. Puis on est tellement embarqué dans l'histoire qu'on est comme plus capable de rien voir. Et c'est avec ces commentaires-là pertinents de mon ami, autant un commentaire positif que négatif, là, il a vraiment été franc avec moi. Il dit ça c'est bon, ça c'est moins bon, ça, faudrait peut-être retravailler ça, je n'ai pas trop compris. Suite à ça, j'ai réussi à faire une ultime version. Même, je dirais que ça c'était mon avant-dernière version. J'ai recorrigé, puis j'ai recorrigé une autre fois après ça, avant de l'envoyer officiellement à la maison d'édition là, qui ont accepté de me publier. Fait que finalement, j'ai fait à peu près 7 versions en tout et partout. Là. Plus la version, après ça, corrigée avec mon éditrice. Là. Fait que finalement, c'est comme la 8e version, si on veut, la version finale. Là. Et là, après avoir essuyé des refus comme ça fait partie du cheminement. Quelle maison d'édition et comment on se sent quand enfin une maison d'édition ouvre la porte? La maison d'édition en question, c'est Veritas Québec. J'ai rencontré mon éditrice au Salon du livre de la BTB-Témiscamingue à Ville-Marie l'an passé. Je m'apprêtais à l'envoyer aux maisons des allées. J'étais en train de finaliser ma dernière correction personnelle. Puis après ça, je m'apprêtais à l'envoyer. Puis là, elle m'a dit... en fait, c'est parce qu'elle, c'est une ancienne journaliste. Et là, l'année passée, je me suis retrouvé à faire des entrevues grâce à mon travail ici à CKVM. Je me suis retrouvé à faire des entrevues pendant le salon. J'ai fait une entrevue avec Marguerite Blais le jeudi soir. Elle l'a entendu, celle qui est devenue mon éditrice. C'est une ancienne journaliste. Elle est venue me voir après, elle m'a dit « Je suis une ancienne journaliste, j'ai adoré ton entrevue avec Marguerite Blais. » Fait qu'elle dit « J'aimerais ça te proposer un livre gratuit de ma maison d'édition. » J'ai fait « OK, on dit pas non à ça. » Et là, à force de... Pendant que je regardais les livres, puis tout ça, j'ai jasé avec elle. Puis là, elle m'a dit, elle dit, en plus d'être éditrice, elle dit, là, j'ai dit que j'écrivais, j'essayais de publier moi aussi. Puis elle m'a dit, en plus d'être éditrice, je suis aussi coach d'écriture. Fait qu'elle dit, on va l'envoyer à quelque part, envoie-moi-le. Puis elle dit, si je décide de ne pas publier, je vais pouvoir te donner des conseils. Puis finalement, 2-3 mois après, elle m'a réécrit pour dire, si t'es prêt à être publié, si tu veux être publié, je suis prêt à le faire, là, je suis prêt à t'aider là-dedans. Fait que ça a été une belle suite d'événements finalement qui m'a permis d'arriver à ça aujourd'hui. Là. Et là, on parle du tome 1, mais est-ce que les 9 autres tomes sont déjà pensés, écrits? On en est où pour la suite? Le 2e tome, il est officiellement terminé. Je l'ai bouclé là, avant les fêtes. Donc là, il est prêt à être envoyé dans la maison d'édition. 3e tome, il est commencé, mais mes plans d'écriture, eux, sont déjà faits. Fait que je sais exactement où je m'en vais. Je connais les titres de chacun de mes tomes. Je sais exactement ce qu'il va y avoir dans chacun de mes chapitres de chacun de mes tomes. Fait que je sais grosso modo, je connais pas nécessairement
nécessairement mot à mot ce qui va se passer, mais j'ai mes idées générales là, pour chacun de mes chapitres, de chacun de mes tomes. Fait que je sais exactement comment ça va se terminer à la fin de tout ça. Là. Jeudi dernier, vous avez lancé votre roman ici à Ville-Marie au bistrot chez Pascal. Et le lendemain, vous vous dirigez vers Québec pour un deuxième lancement. C'était important pour vous de faire votre lancement à la fois dans votre ville d'adoption et dans votre ville natale? Ben oui, c'était très important pour moi de faire ces deux lancements-là, parce qu'aller à Ville-Marie et au Témiscamingue, je suis ici depuis maintenant 3 ans, donc nécessairement, c'était important pour moi de l'offrir aux gens de ma communauté d'adoption, comme on pourrait dire, en premier. Puis ensuite, ben, à Québec, évidemment, c'est là qu'habite ma famille, c'est là qu'habitent mes amis, fait que tout mon entourage, finalement. Fait que c'était inconcevable que je fasse pas de lancement à Québec, là. Alors, je devais absolument en faire un là. Puis je voulais justement les faire le plus collé possible pour pas avantager un plus que l'autre nécessairement, là. Et comment ça s'est passé comme premier lancement? Ça s'est très bien passé des deux côtés, autant à Ville-Marie que du côté de Québec. Agréablement surpris. J'ai eu autant de personnes que je l'espérais à Ville-Marie. J'ai eu un peu moins que je pensais à Québec, par contre, mais c'est parce qu'il faisait froid. Puis c'était dans un endroit où il n'y avait pas de stationnement. Il fallait que les gens se stationnent un peu plus loin. Donc, étant donné qu'il faisait à peu près moins 30, moins 35, je me doutais qu'il y en avait certains qui se sont dit « Oh, que non, moi, j'embarque pas dans le froid. » Alors, je reste confortablement ici chez nous. Mais là, je vais participer au Salon du Livre de Québec dans les prochaines semaines, là, le 6 avril prochain, pour une séance de dédicace. Donc, ceux qui sont pas venus au lancement m'ont dit qu'ils viendraient là, au Salon du Livre. Donc, La température devrait être plus clémente. ben, même s'il fait moins beau, c'est en dedans, c'est à l'intérieur. Puis les stationnements sont pas trop loin, fait que normalement, le monde devrait quand même être en mesure de venir là. Donc ici, au Témiscamingue, si on veut se procurer le tome 1, on se procure ça où? Ben, on peut venir me voir directement. Ici, à CKVM, j'ai des copies personnelles là, à vendre. C'est au coût de 20 $. Également, il y en a, ben, pour me rejoindre, on peut me rejoindre via ma page Facebook d'auteur, Marc-Antoine Bellé, auteur. On peut me rejoindre en m'appelant là, ici à la station sans problème, là, sur mes heures de travail. Et également, c'est disponible en version numérique sur le site en librairie aqei.com et c'est disponible aussi là, chez Logitème et dans toute bonne librairie. Bien, merci, on vous souhaite un bon succès, puis on a déjà hâte de connaître la suite. Bien, merci beaucoup. Une membre de l'équipe école de Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord, Suzanne Laplante, a décidé de participer à un événement pour une cause qui lui tient à cœur, le défi Tête rasée. Avec l'aide de 3 étudiantes de secondaire 2, en collaboration avec leurs professeurs, Mme Laplante organise une activité le vendredi 7 avril prochain à l'auditorium de l'école Rivière-des-Quinze. Son but premier est de sensibiliser les élèves à l'EUCAN, qui aide les enfants atteints du cancer et à leurs familles. Nous avons rencontré Mme Laplante et les 3 étudiantes qui l'accompagnent dans ce super projet. Moi, il y a 2 ans, mon cousin me lançait un défi. Il avait été au défi Tête rasée à Ville-Marie, puis je trouvais ça le cute, puis je trouvais qu'il était beau. Puis il dit « T'es pas game, hein? Dis-moi pas ça, des affaires comme ça. » Fait que j'ai dit « Ben oui, mais ça fait déjà 2 ans de ça. » Puis je pense qu'il faut se préparer mentalement. J'avais dit oui, mais mentalement, je me suis préparée. Puis après ça, je me suis dit pourquoi pas le faire vivre à nos élèves? Parce qu'en étant ici, moi, je voulais sensibiliser le plus de monde possible. Puis quand on me lance un défi, bien, je veux pas passer incognito. Je me dis tout le temps, bien, pourquoi pas aller voir plus loin? Fait que là, j'ai dit, tiens, on va aller impliquer les jeunes. On va aller voir qu'est-ce qu'ils en pensent, les jeunes. Moi, j'ai décidé d'embarquer avec elle parce que je trouvais que c'était une cause qui tenait beaucoup à cœur, vu qu'il y a plusieurs enfants qui sont atteints de ça. Moi, sincèrement, je me rasais pas les cheveux, mais je voulais aider d'une manière. OK. Est-ce que vous deux, vous allez vous raser les cheveux? Non. Non? Non, vraiment pas. Peut-être qu'un jour, que je sois plus vieille, je vais le faire, mais pour l'instant, je trouve ça vraiment très courageux, puis surtout pour une bonne cause comme l'EUCAN. Donc, oui? Ben, moi aussi, je trouve qu'elle est courageuse. Moi, peut-être plus tard, on va pas me faire raser les cheveux, mais donner un bout de cheveux pour aider parce que je serais pas prête de me raser les cheveux. Vous avez impliqué des jeunes avec vous dans le cadre du cours de méthodologie. Expliquez-nous pourquoi et comment ça se passe avec les jeunes. Oui. Bien, là, j'étais voir un professeur qu'elle aussi, elle a déjà eu... elle a passé à travers le cancer. Fait que j'ai été la voir en premier lieu, puis elle dit « Mon dos, elle dit, ça cadre bien, ça. » Elle dit « Ton projet, Défi Tête rasée, dans mon cours de méthodologie. »
en français. Fait que à partir de là, il y a des filles qui ont levé leurs mains. « Hey, je peux-tu embarquer? » Fait que j'étais tellement contente. Fait que j'ai mes 3 élèves qui sont toujours avec moi. Eliane Cossette, il y a Émile Lambert, puis il y a Camélia Durand qui est avec moi. Donc, cette activité-là du défi tête rasée va se dérouler en 2 temps. Oui. La première partie, c'est là où vous vous faites couper les cheveux. Racontez-nous là, comment vous vous sentez d'abord par rapport à ça. Bien, je me sens bien parce que, comme je te dis, ça fait 2 ans que je me prépare. En même temps, bien, créer l'événement sur scène. Fait que là, après ça, j'ai dit, je vais impliquer les élèves. Il y en a-tu des élèves qui sont intéressés? Fait que ça a été tranquillement, sûrement. Puis là, il y en a que ça a fait boule de neige et ont décidé d'embarquer avec moi. Au début, on faisait plus comment on va organiser ça, puis plus ça allait, on parlait de la soirée, on informait les élèves, on a même créé un compte Facebook pour informer la population, puis on en est rendu à faire le gros événement là, qu'on attendait. Comment elle s'appelle, votre page Facebook? Défi tête rasée, Suzanne Laplante. D'accord. Donc, on peut inviter les gens aussi à aller faire un tour là-dessus. Est-ce que c'est comme vous l'imaginiez, ce travail, ce bénévolat-là? Je trouve que c'est plus gros que je pensais. Là. Quand on est rendu à faire un événement, je pensais pas que ça se rendrait aussi loin que ça. Qu'est-ce que vous trouvez de plus difficile ou de plus facile, au contraire? Bien, qu'est-ce qui est le plus facile? Moi, je trouve, c'est quand on va sur Facebook, il faut alimenter un petit peu le Facebook. Mais ça aussi, des fois, c'est dur parce qu'il faut écrire des textes, penser quoi écrire pour attirer l'œil du monde là-dessus. Mm-hmm. Moi, je me dis, on est une école en santé. On n'a pas d'élèves qui ont le cancer. Fait que les émotions vont être différentes, je pense, moi. Ça va être positif. Puis le fait que je suis plus toute seule, là, me semble que ça va être joyeux. Me semble que ça va être le fun. Ça va être une belle activité à vivre. Puis c'est ça qui était mon principe aussi, c'est de faire vivre aux élèves une autre expérience. Tu sais, on entend souvent des filles tête rasées, puis on les voit raser, mais l'étape de raser, moi, je trouve que c'est une belle expérience pour nos élèves. Cette partie-là, vous allez la vivre avec les élèves seulement, ici à l'auditorium de Rivière-des-15. Oui, et vous allez avoir de la belle visite aussi? Oui, on a une belle visite. On a Mélissa Dessureau, qui est la présidente de l'EUCAN, qui vient nous rejoindre. Nous allons avoir Linda Rochelot, qui est notre coiffeuse pour l'événement, puis que quand on s'était rencontrés là, à la rencontre des parents, remise des bulletins au début de l'année, là, j'ai demandé... Tu sais, on exposait notre projet, puis quand Linda est arrivée, elle m'a serré la main, elle a pris connaissance vite fait de notre projet, puis elle a dit « Moi, je veux y participer. Mm-hmm. » Fait que c'est le fun, fait que tout le monde s'implique généreusement pour mon projet. Donc, si on résume, Suzanne, à partir de 15 heures, avec les élèves, vous allez avoir une activité ici, donc le 7 avril. Oui. Il y aura une petite pause pour le souper, mais dès 18 heures, là, c'est une deuxième étape. Et là, la population est invitée. Je pense qu'on va ouvrir des valises. Oui. Bien, là, c'est sûr que j'ai été voir des entreprises d'ici, de notre région, qui ont un lien avec l'école. Exemple, j'ai été tout de suite voir BMR, puis j'ai rodé un petit peu aussi mon concept de « Ouvre la valise ». BMR, Rodéo du Camion, Témisco. Ça, c'est des noms que maintenant que je peux dire. Norvic avec Normand Royer, c'est des entreprises que je peux dire que oui, ils sont déjà inscrites pour Ouvre la valise. Puis, ils ont tout un lien avec notre école. C'est toutes des entreprises qui engagent nos jeunes, soit en stage ou tu sais, ils continuent à aller travailler pour ces entreprises-là. Fait que j'ai été les voir, puis j'en ai d'autres qu'il faut que je garde des surprises encore. Puis c'est sûr qu'eux autres, en premier temps, ils vont nous accompagner ici avec nos jeunes sur l'auditorium, sur la place c'est nos commanditaires quand même. Mm-hmm. Fait qu'on va les représenter. Puis en soirée, je leur ai demandé un petit plus. Je leur ai demandé de venir ouvrir la valise avec nos beautés de RDQ comme des raisons, comme le célèbre jeu du banquier. Okay. Le jeu, c'est le commanditaire, l'entreprise qui a donné le plus gros montant. Je vais l'inviter à se présenter en avant, de choisir une valise de nos beautés de RDQ. Okay. Dans la valise, il va y avoir un concept, un défi
soit de raser ses cheveux, soit de raser un de ses mollets, ou, puis aussi, il va y avoir une surprise. J'ai des belles surprises à rattacher à tout ça. Si l'entrepreneur dit « oui, j'accepte », il se fait raser les cheveux et il va avoir la surprise. S'il me dit « non, Suzanne, moi, je ne me fais pas raser les cheveux » ou autre petit défi que je mettrai, la surprise va revenir au public qui va être là en soirée. Fait que, en accueil, j'ai mes élèves, tous les participants, les bénévoles de l'école qui vont accueillir nos gens à l'accueil, puis ils donnent des petits billets. Fait que c'est pour ça que je peux faire des petits tirages comme ça dans la soirée. Vous parlez justement des bénévoles. J'imagine qu'il y en a des dizaines des bénévoles, des personnes qui vous ont aidé là-dedans? Oui, c'est sûr que tous les élèves ici, beaucoup d'élèves participent. Je suis bien contente. Oui. Puis les collaborations au niveau des entreprises, est-ce que ça fonctionne bien aussi? Les gens répondent bien? Ils trouvent ça tellement original, l'idée. Oui, ils sont à l'écoute, puis ils trouvent ça super impressionnant. Mais c'est ça, je me suis dit, je vais garder juste les entreprises qui ont un lien avec l'école, un lien fort avec l'école. Fait que c'est pour ça que je aurais pu prendre beaucoup d'entreprises, mais j'aime le lien avec les entreprises et notre école. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui hésitent à faire un don pour le défi Tête rasée? Qu'est-ce que vous leur diriez pour les encourager à donner? Bien, de ne pas hésiter parce que c'est une bonne cause, puis peut-être qu'un jour, ça va être eux autres qui vont être dans le besoin de cheveux, d'une perruque ou de quoi que ce soit. Fait que pas hésiter. Donc, on rappelle, c'est le 7 avril prochain, défi Tête rasée. Il faut dire que les profits vont aller à Leucan? Tout va à Leucan, oui. Parfait. Donc, à 15 h pour les étudiants ici à l'École Rivière-des-15 et dès 18 h, on invite la population. Oui, bien, il y a quand même, on reste ouvert pareil, ceux qui veulent venir sur l'heure du souper, mais le jeu commence vraiment plus vers 6 h que j'appelle tous mes entrepreneurs. Le 26 mars prochain, le regroupement des cuisines collectives du Québec soulignera la Journée nationale des cuisines collectives. Sur le territoire du Témiscamingue, ce sont 8 groupes qui mettent en commun temps et argent, ainsi que compétences pour confectionner des plats économiques, sains et appétissants. Les participants choisissent ensemble des recettes, dressent la liste d'épicerie et font les achats. Ensuite, ils concoctent collectivement leurs mets assaisonnés d'humour et de fierté. Ceci les aide à améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Il s'agit d'une démarche de fierté, de dignité et de prise en charge qui se réalise à l'intérieur d'un groupe de travail valorisant et stimulant. Les groupes de cuisine collective du Témiscamingue sont soutenus par le regroupement d'entraide sociale et nous y avons rencontré la formatrice Guylaine Brassard. Ouais, vous pouvez le couper encore. Ah, hein, C'est qu'on ne perd pas ça dans le chaudron, là. Merveilleux. Les cuisines collectives, dans le fond, c'est de faire de la cuisine en groupe. Puis ça nous vient de 2 dames qui, dans Hochelaga, Maisonneuve, avaient de la difficulté à joindre les 2 bouts. Donc, ont commencé à vouloir faire de la cuisine ensemble pour nourrir leur famille. À ce moment-là, ces dames-là avaient des adolescents. Donc, ils ont commencé à regarder dans les circulaires et de se regrouper pour faire des cuisines collectives. Et finalement, c'est comme ça qu'a été l'initiative des groupes collectifs au Québec pour les cuisines. Donc, ça a fait boule de neige et pour être capable de fonder en 2004 le regroupement des cuisines collectives du Québec. Les cuisines collectives ont commencé au Témiscamingue en 2004. C'est une initiative du regroupement d'entraide sociale pour vraiment aider les gens plus démunis à socialiser et à former des groupes pour aussi, toujours dans le but de mieux se nourrir, d'avoir une nourriture plus saine et plus économique aussi. On leur fournit des aliments de base qui sont farine, sucre, on appelle ça un fond de cuisine, là. Fait qu'on leur fournit ça et ça, c'est renouvelable. Donc, ça l'économise déjà à la barre. Et ensuite, les gens peuvent consulter les circulaires pour prendre vraiment ce qui est en spécial là, dans la semaine pour pouvoir faire leur cuisine collective. Les cuisines collectives s'adressent à tout le monde. C'est sûr que par l'initiative du regroupement, les cuisines collectives s'adressent aux personnes à faible revenu. Mais nous, on a décidé de l'élargir pour tout le monde parce que une des valeurs du regroupement d'entraide sociale aussi, c'est d'intégrer tout le monde et de socialiser.
et d'apprendre aussi. Quand on fait de la cuisine de groupe, c'est sûr qu'il y a des aliments peut-être qu'on ne mange pas nécessairement, mais en échangeant les recettes, on apprend plein de choses pour découvrir de nouveaux mets qu'on peut incorporer à notre nourriture. Donc, ça fait de la diversité pour les gens. Ça va sortir notre bouton d'eau chaudron. Au Témiscamingue, on a 6 groupes de cuisine collective. Il y a un groupe à Néglec, ça fait une dizaine d'années qu'ils roulent. Eux autres, ils aiment ça, faire de la cuisine. Ils cuisinent à toutes les 2 semaines. On a 2 groupes à Béarn depuis 3 ans, je crois. Puis c'est des gros groupes, là. C'est des groupes là, de 10 à 11 personnes, de 10 à 12 personnes à peu près, les 2 groupes à Béarn. On a aussi un groupe ici au regroupement d'entraide sociale à Ville-Marie et on a 3 groupes de cuisine collective à travers les locaux de Maison de Jeunes. Donc dans l'Est, à Lorrainville et à Notre-Dame-du-Nord. Et on a un aussi qui a démarré cette année à travers l'école Frère Moffett. Les impacts de la cuisine collective dans la communauté, comme je disais tantôt, c'est fait pour vraiment socialiser. Vraiment se nourrir plus sainement aussi. Et c'est un lieu d'échange. Donc, les gens qui viennent cuisiner, peu importe dans le groupe, ça brise l'isolement, ça fait économiser aussi. Et on retourne chez nous, puis on a passé vraiment une belle journée. On retourne avec des petits plats déjà préparés d'avance, qui fait qu'on est moins à la course. Pour l'année 2015-2016, nos statistiques, c'est un total de 102 participants qui ont participé à des cuisines collectives juste au Témiscamingue. Et ça fait plus de 3710 portions préparées en cuisine collective. Fait que ça a l'air de rien, là, mais c'est très appréciable comme chiffre pour une petite place comme le Témiscamingue. Le 3e spectacle Bénéfice du Rift s'est joué à guichet fermé le samedi 18 mars dernier à Ville-Marie. L'événement, qui a réuni une trentaine d'artistes de la région, a permis d'amasser près de 9 000 $. L'argent amassé est destiné à combler le déficit de l'organisme, qui comprend une galerie, un théâtre et un cinéma. Un résultat qui satisfait le président du Rift, Réal Couture, qui était en entrevue avec le journaliste Boualem Adjouti de ICI Radio-Canada. Et je cite M. Couture, « La situation financière du Rift, on sait que c'est toujours des situations financières qui sont fragiles. Donc, ce spectacle-là vient donner un coup de pouce pour être capable d'arriver à l'équilibre budgétaire du côté de l'organisation. » Une belle occasion du côté de la population d'accorder son appui à l'équipe du Rift en étant présent à ce spectacle-là et en étant là aussi pour encourager les artistes sur scène. Fin de la citation. Selon Réal Couture, le Rift devrait dégager un léger surplus financier cette année. Plus de 8 000 $ avaient été amassés lors du 2e spectacle bénéfice de l'année dernière. À notre âge, les jeunes, on doit partir pour les études malheureusement, on doit partir de la région. On réalise à quel point le Témiscamingue a une belle culture. On doit promouvoir notre culture, partager notre culture. Et pour ce faire, ça prend un lieu de rassemblement. Et je pense que le Théâtre du Rift réussit son rôle avec brio. Alors merci d'être ici ce soir pour nous encourager sur scène, mais merci de faire en sorte que les jeunes comme nous veuillent revenir au Témiscamingue à travers la culture. Merci d'encourager notre culture. Merci. D'ailleurs, lors du spectacle bénéfice au profit du Rift présenté samedi dernier, le 18 mars, le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue à l'Assemblée nationale et ministre régional Luc Blanchette a profité de l'occasion afin d'annoncer que l'homme d'affaires témiscamien Claude Gagnon, propriétaire de l'entreprise Les Installations électriques Gadi de Ville-Marie, serait bientôt honoré d'une médaille de l'Assemblée nationale. Il rejoint donc d'autres Témiscamiens et Témiscamiennes honorés de cette manière, dont entre autres Yvette Duquette et Réal Couture. En entrevue à l'émission Salut Week-end sur les ondes de CKVM, M. Gagnon s'est dit touché de l'attention, mais a tenu à souligner qu'il l'acceptait en son nom, mais surtout au nom de tous ceux qui, comme lui, travaillent depuis longtemps au développement économique du Témiscamingue. Rappelons que M. Gagnon a également été décoré de la médaille du gouverneur général il y a de cela quelques années.
On vous en glissait un mot la semaine dernière, mais c'est maintenant officiel. Le pub Barbe-Brou de Ville-Marie a lancé une nouvelle bière pour aider à lutter contre le cancer. La Tournesol est maintenant offerte aux clients et un profit est versé à l'organisme Mission Tournesol qui offre un soutien financier et social aux personnes atteintes de cancer sur le territoire du Témiscamingue. Tel que décrit par la journaliste Tania Neveu de ICI Radio-Canada Régional, le copropriétaire du pub Barbe-Brou, Éric Lepage, fait partie des familles touchées par le cancer. C'est pourquoi il souhaite s'impliquer dans cette lutte. La Tournesol, une bière blanche artisanale, fait son apparition donc dans le menu. Éric Lepage en a produit 600 litres. Mission Tournesol existe depuis 7 ans. Toutes les sommes amassées par l'organisme sont directement remises à des habitants du Témiscamingue atteints du cancer. L'an passé, l'organisme a répondu à 370 demandes d'aide pour un total de 73 000 $. Plus de 60 entreprises ont pris des initiatives semblables à celle du pub Barbe-Brou dans la dernière année pour aider l'organisme dans sa mission. Mission Tournesol tiendra sa campagne de financement annuelle au mois de mai. Plusieurs activités seront organisées pour venir en aide aux personnes atteintes du cancer. Le président du rodéo du camion, Julien Allaire-Lefebvre, a profité de son passage à CKVM dans l'émission Salut Témis pour faire le portrait du week-end de la prochaine édition de l'événement. Les spectacles du jeudi soir seront de retour avec le groupe témiscamien Boomerang en première partie du Québécois Dan Bigra. Tout au long du week-end, vous pourrez entendre le groupe hommage à AC/DC Thunderstruck, The Lost Highway, World Travelers, La Belle et les Bêtes, ainsi qu'Audrey Gagnon de Star Academy. Lors du Show and Shine, il y aura exposition de camions des années 50, une idée originale de Normand Clément de Clément Chrysler. Et l'organisation souhaite aussi commencer les essais libres le vendredi soir pour éviter de retarder la journée du samedi. Les essais libres seront suivis d'un feu d'artifice. Aussi, une place encore plus grande sera faite aux activités pour toute la famille avec entre autres encore plus de jeux gonflables. La 37e édition du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord aura lieu du 3 au 6 août 2017. Une cinquantaine d'élèves de l'école secondaire Rivière-des-Quinze à Notre-Dame-du-Nord ont vécu une expérience artistique unique. Depuis janvier, ces élèves de 2e secondaire travaillent sur la création d'une œuvre à partir de la chanson « J'aime les oiseaux » de Yann Perrault. Tel que décrit par la journaliste Tania Neveu de ICI Radio-Canada Régional, la semaine dernière, les élèves ont présenté le résultat de leur effort à l'artiste tout juste avant son spectacle au Théâtre du Rift à Ville-Marie. La chanson « J'aime les oiseaux » énumère des absurdités. Les élèves de l'école Rivière-des-Quinze ont laissé libre cours à leur inspiration en décriant eux aussi ce qui les contrarie dans leur quotidien. Se lever tôt, ça c'est pas le fun. Se cogner le petit orteil, les cheveux dans le drain de la douche, les profs qui donnent trop de devoirs sont quelques-unes des idées qu'ils ont mises sur papier. Les élèves ont ensuite créé une œuvre d'art inspirée de leur chanson. L'idée a été lancée par le Théâtre du Rift. L'enseignante en arts plastiques Chantal Moreau a dirigé le projet. Ainsi, dans l'entrée du Théâtre du Rift, on peut maintenant voir une vingtaine de têtes d'oiseaux, toutes différentes, toutes très colorées. La rencontre entre l'artiste et les élèves a été riche en émotions. L'auteur-compositeur-interprète Yann Perrault se dit touché par ce projet. Et de la cinquantaine d'élèves ayant participé au projet, une vingtaine ont pu assister au spectacle de Yann Perrault, offert à faible coût. Tel que décrit par la journaliste Mélina Jubilaro de CKVM-FM, la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue veut connaître votre opinion sur votre connexion Internet. Un sondage test a été mis en ligne où tous sont invités à y participer entre le 13 mars et le 10 avril. L'information est nécessaire afin de soutenir la démarche d'amélioration de l'accès à Internet dans chaque MRC de l'Abitibi-Témiscamingue. Les résultats seront remis aux fournisseurs de services qui sont en démarche de financement auprès des gouvernements. Les fournisseurs Internet doivent démontrer clairement les zones qui n'ont pas accès à Internet à haute vitesse. Le sondage prend que quelques minutes. Il est important d'effectuer le sondage à 2 moments différents de la journée, soit entre 9h et 16h et en soirée entre 19h et 23h, afin de calculer la variation de la connexion. Rappelons que le gouvernement du Canada annonçait un investissement de 500 millions de dollars d'ici 2021 pour fournir des services Internet haute vitesse fiables aux collectivités. Le gouvernement du Québec a lui aussi annoncé qu'il allait investir 100 millions de dollars dans le programme Québec branché. Il est donc possible de répondre au sondage via un lien dans la section Actualité du site de la MRCT. C'est à l'adresse mrctémiscamingue.qc.ca.
C'est le 15 mars dernier qu'avait lieu la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC de Témiscamingue du mois de mars 2017. Et en vertu de l'entente liant la MRCT au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMO, le Conseil des maires doit se positionner chaque année en adoptant une politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Cette politique permet d'établir les priorités d'intervention qui guideront la MRC dans l'utilisation des sommes dévolues à son territoire par le Fonds de développement des territoires, le FDT. Lors de l'adoption du budget 2017 en novembre dernier, les élus se sont positionnés en reconduisant certains investissements provenant de cette enveloppe-là, dont un contrat de service pour une cogestion du Fonds local d'investissement, ce qu'on appelle le FLI, avec la SDT, ainsi que l'embauche de 2 agents de développement spécifiques pour répondre à des besoins identifiés par l'Est témiscamien et le secteur sud. Afin de cadrer les investissements à venir via ce fonds, le comité du GAM a proposé aux élus, à même la politique de soutien, un processus à suivre permettant de déterminer quel type de projet pouvait recevoir un soutien financier. Le préfet de la MRCT, Arnaud Varolin, a indiqué que pour le comité, qui recommandait jadis les projets appuyés par le pacte rural, il est clair que l'appui financier accordé à un projet doit être en lien avec les préoccupations territoriales et les besoins réels du milieu. Toujours selon M. Varolin, les sommes allouées à notre territoire pour son développement doivent être investies dans des projets d'envergure, des projets collectifs qui amènent le Témiscamingue à un autre niveau. En lien avec la politique présentée, 3 projets ont reçu l'appui du Conseil des maires quant à leur financement. La planification stratégique du territoire s'est vue allouer une somme de 50 000 $ pour mener à bien ces actions visant à inverser la tendance démographique actuelle. Le projet de construction d'une résidence pour personnes âgées piloté par l'organisme Élan a reçu un montant de 150 000 $ réparti sur 2 ans. Ce projet d'envergure, estimé à 3,2 millions de $, permettra de doter le territoire d'une toute nouvelle infrastructure comptant 16 unités de logement. Et tel que décrit par la journaliste Mathilde Manta du journal Le Reflet, un projet semblable avait été mis sur la table en 2013, mais l'incendie tragique de l'île Verte avait retardé le processus de plusieurs initiatives de ce type au Québec. Relancé en 2016 avec de nouvelles propositions, le projet se concrétise donc. Le site sera offert par la municipalité de la Verlochère qui entend investir 250 000 $. Selon le maire de la Verlochère, Daniel Barrette, ce projet répondra à un besoin fortement ressenti à travers la population vieillissante au Témiscamingue. Selon ces informations, seulement à la résidence Lucien Godette à Ville-Marie, la liste d'attente frôle 90 noms et c'est sans compter les autres institutions de la région. Les logements seront accessibles à des aînés de partout sur le territoire de la MRC. Les résidents seront sélectionnés par un comité d'admission et la clientèle visée est constituée de personnes âgées en légère perte d'autonomie. Parmi les services offerts, il est à prévoir que 2 repas seront servis quotidiennement et que l'entretien ménager sera aussi exécuté. On prévoit la création de 5 emplois. De plus, lors de la plus récente table des maires, la municipalité de Béarn, gestionnaire d'une entente intermunicipale en gestion des eaux potables et usées, regroupant Lorrainville, Fabre et Notre-Dame-du-Nord, s'est vu attribuer 50 000 $ pour la formation et le développement de l'expertise d'une 2e ressource, ainsi que l'achat d'équipements spécialisés en vue d'étendre leurs services à d'autres municipalités éventuellement. Suite à un constat découlant du sondage sur les regroupements municipaux, le Conseil des maires a voté une résolution demandant au MAMO d'abaisser le nombre d'élus au sein des conseils municipaux des localités qui en feront la demande, soit de passer de 7 à 5 élus. Une disposition prévue dans la loi sur les élections et les référendums permet au ministre, lorsqu'une demande lui est adressée en ce sens, d'accorder cette modification. Finalement, un appui a été donné au groupe de travail sur la sécurité du revenu en agriculture quant à leur démarche visant à corriger les programmes ASRA et Agri-Québec et à ajouter des programmes complémentaires pour les régions à potentiel agricole. La séance a pris fin sur un appui à la Société canadienne du cancer visant à décréter avril, le mois de la jonquille. Malgré les coupures budgétaires des dernières années, la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, la CSLT, a déposé un budget équilibré pour l'année 2015-2016. Les revenus annuels totalisent 34,4 millions de $, une diminution de 1,3 % comparativement à l'année précédente. Près de 80 % des dépenses sont liées à l'élève et à l'enseignement.
L'entretien et le maintien des bâtiments occupent 92 % des dépenses. Les dirigeants de la commission scolaire sont préoccupés par le faible taux de diplomation chez les garçons. En 2015, les filles maîtrisaient mieux le français que les garçons, soit 83 contre 74 %. Toutefois, les garçons sont toujours moins nombreux que les filles à obtenir leur diplôme. Selon les plus récentes statistiques, sur 20 élèves sortant sans diplôme, on note 12 garçons et 8 filles en 2013-2014. En entrevue à CKVM-FM, le président du Conseil des commissaires, Pierre Rivard, a précisé, et je le cite, « Il faut se pencher sur cette question-là. On a déjà des solutions sur lesquelles on se penche présentement. Il faut, dans les prochaines années, mettre de l'avant des actions, mais pour réussir à augmenter cette diplomation pour nos jeunes hommes, ça peut se faire de maintes façons. C'est une préoccupation, oui, pour moi, et ainsi que tous les autres commissaires qui sont présentement en place. » Fin de la citation. C'est au terme de plusieurs discussions et analyses entre élus, directeur général et un conseiller externe en sécurité et incendie que les municipalités de Saint-Bruno-de-Guigue, Duhamel-Ouest, Lorrainville, Saint-Édouard-de-Fabre, Béarn et Ville-Marie ont décidé d'aller de l'avant dans la création d'une régie de services incendie. Le but est d'offrir un meilleur service à leur population à juste coût. La répartition des coûts sur un plus grand nombre de citoyens permettra d'optimiser les dépenses sans nuire à la qualité du service. Afin de maintenir et de bonifier la qualité du service déjà offert, la mise en place de la régie permettra d'optimiser les ressources humaines, matérielles et budgétaires et de mieux organiser les opérations d'urgence. Une première assemblée publique d'information à ce sujet se tenait le 20 mars dernier. Tel que décrit sur le site Internet de ICI Radio-Canada, les organismes communautaires du Témiscamingue s'inquiètent de la baisse démographique que connaît la région. Selon l'Institut de la statistique du Québec, le Témiscamingue comptait 16 011 habitants en 2016 contre 17 813 en 2001. Les membres de la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, la CDCT, ont discuté de cet enjeu lors d'une rencontre organisée récemment. La présidente de la CDCT, Jacinthe Marcoux, a affirmé que le milieu communautaire veut faire de cet enjeu sa prochaine bataille pour inverser la tendance et garder ainsi les services offerts au Témiscamingue. Elle est aussi d'avis qu'il faut miser sur le positivisme de notre territoire. Ce travail entre dans le cadre du renouvellement du plan stratégique du Témiscamingue 2017-2021, qui comprend aussi d'autres enjeux comme l'éducation et le développement économique. Plusieurs autres intervenants, notamment du secteur économique, des services publics et du monde municipal, sont impliqués dans l'élaboration de ce plan. Selon les informations publiées sur ICI Radio-Canada Régional, le gouvernement du Québec a annoncé l'octroi d'une enveloppe financière de 2 millions de dollars à l'Abitibi-Témiscamingue pour diminuer le temps d'attente dans les hôpitaux. De cette somme, 1,2 million de dollars seront utilisés pour offrir 32 places en hébergement pour les personnes en perte d'autonomie modérée, 4 nouvelles places de type convalescence et 3 nouvelles places en santé mentale. Une autre aide de 740 000 $ servira à l'embauche d'une quinzaine de personnes dans les CHSLD de la région pour occuper des postes de préposés aux bénéficiaires, d'infirmières auxiliaires ou d'infirmières. Le 7 décembre dernier, le ministre de la Santé a annoncé un investissement de 100 millions de dollars pour désengorger les urgences et diminuer le temps d'attente dans les hôpitaux du Québec. L'UQAT a profité de la Semaine internationale des thérapies par les arts pour inaugurer de nouveaux locaux consacrés à l'enseignement en art-thérapie à son centre de Montréal. Dans un récent article sur le site Internet de La Frontière, la journaliste Marie-Hélène Paquin indiquait que l'UQAT demeure la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir des programmes en art-thérapie en français, et ce depuis 20 ans. Près de 200 personnes étudient présentement au micro-programme ou à la maîtrise en art-thérapie, dont la majorité au centre basé au centre-ville de Montréal. L'UQAT en a par ailleurs profité pour tenir une journée porte ouverte à son centre montréalais. L'initiative a été couronnée de succès puisque plus d'une centaine de personnes ont visité les lieux et admiré les expositions, en plus de rencontrer les professeurs, étudiants et diplômés des programmes. Elles ont également pu s'initier, bien sûr, à l'art-thérapie. L'Abitibi-Témiscamingue a enregistré une hausse des personnes poursuivies pour infractions relatives à la faune ou son habitat durant les 5 dernières années. C'est selon des données du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs obtenues par Radio-Canada et résumées par le journaliste Boualem Adjouti. Dans la région, le nombre d'infractions relatives à la faune est passé de 299 en 2012 à 339 en 2016.
Dans le reste de la province, le chiffre a diminué de 4 520 à 4 404. Le ministère précise que le nombre de rapports d'infraction produits a également augmenté d'un peu plus d'une centaine pour s'établir à 553 en 2016. Dans le reste de la province, le chiffre est passé de 6 982 à 8 082. En ce qui concerne les infractions relatives à l'habitat du poisson, on souligne une diminution de plus de la moitié pour passer à 16 en 2016. Et dans le reste de la province, le chiffre a légèrement augmenté, passant de 112 à 126. Par ailleurs, selon les données du ministère, le nombre d'agents de la protection de la faune est passé de 42 en 2012 à 34 en 2016 en Abitibi-Témiscamingue. Il y a 2 semaines, l'Association provinciale des trappeurs de l'Abitibi-Témiscamingue disait craindre que la diminution des agents de la faune ne laisse le champ libre aux braconniers. Pour sa part, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, expliquait que la baisse de l'effectif des agents est due aux nombreux départs à la retraite et à la difficulté de recruter du personnel. Son ministère veut améliorer la formation et recruter plus d'agents sur le terrain dans les prochaines années. Le duo de chasseurs à l'arc Team Aim Straight Bow Hunters lance un concours pour initier un jeune archer de l'Abitibi-Témiscamingue à la chasse à l'ours, à gagner un forfait de chasse en compagnie des gentlemen chasseurs. Selon les informations de la journaliste Émilie Parent-Bouchard de ici Radio-Canada Régional, Philippe Fortier et Martin Laure sont des mordus de chasse et pêche, mais plutôt que de promouvoir la chasse dans une perspective de subsistance, ils prônent avant tout la communication avec la nature, la joie de se retrouver en forêt et le défi de se mesurer à la bête de près de manière intime. C'est une philosophie de gentlemen chasseurs qu'ils veulent partager avec la relève par l'entremise de ce concours lancé en ligne récemment. Philippe Fortier a indiqué qu'il cherche un jeune qui a la flamme à l'intérieur et qui vit en Abitibi-Témiscamingue, qui ressent l'envie, qui regarde des films de chasse, que ça l'allume. Il a aussi précisé que le gagnant pourra vivre la chasse à l'ours de A à Z, c'est-à-dire la préparation du site d'appâtage à une sortie de 4 jours en forêt, en passant par une journée de technique de tir, la réalisation d'une vidéo personnalisée et bien sûr la viande et le crâne blanchi du trophée. Les archers de 12 à 17 ans de l'Abitibi-Témiscamingue qui désirent participer au concours doivent faire parvenir une photo d'eux avec leur arc au duo Team Aim Straight Bow Hunter via leur page Facebook éponyme. Le grand gagnant ou la grande gagnante sera connu à la mi-avril. Par voie de communiqué, Matamec Exploration Incorporée se félicite de la découverte récente par une équipe de chercheurs nanoscientifiques, principalement du centre de recherche Amalden d'IBM à San José en Californie, de la capacité de stocker un bit de données sur un seul atome d'holmium. Les résultats de cette percée ont été publiés dans la revue scientifique Nature au début du mois de mars. Et cette nouvelle peut avoir des impacts jusqu'ici en région, car le gisement Kipawa de Matamec contient de l'holmium. La co-entreprise Terres rares Kipawa, son projet phare développé en partenariat avec Ressources Québec, est l'un des projets de terres rares les plus avancés en Amérique du Nord. Le gisement Kipawa contient des éléments de terres rares légères et lourdes, ce qu'on appelle ETR, et est enrichi en ETR lourdes, y compris l'holmium. Le projet est en phase de développement et devrait produire en moyenne 31,2 tonnes d'oxyde d'holmium par année pour la durée de vie de la mine, comme le montre l'étude de faisabilité du gisement Kipawa déposée sur CEDAR en octobre 2013. Le gisement Kipawa a généré avec succès un concentré de terres rares légères et lourdes et Matamec continue d'améliorer le processus métallurgique avec des laboratoires de recherche et des universités, principalement au Canada. Le principal objectif de Matamec est de développer le projet Kipawa afin d'assurer un approvisionnement sécurisé nord-américain de terres rares, y compris de l'holmium. Bien qu'il faudra un certain temps avant de voir arriver sur le marché les nombreuses applications commerciales possibles, la découverte de la capacité à enregistrer un seul bit de données sur un atome d'holmium représente un pas de géant dans la technologie de stockage de données et elle recèle un potentiel énorme pour l'informatique. Le disque dur d'un ordinateur entier pourrait, par exemple, éventuellement être stocké dans un bijou ou cousu dans un vêtement et des périphériques de stockage de données plus petits pourraient grandement améliorer l'évolution des applications Internet des choses ou encore de plus en plus d'objets quotidiens peuvent être connectés à l'Internet.
Un gisement totalisant pour le moment 176 511 d'or au nord-est du lac Simon suscite l'intérêt d'une société junior australienne. Tel que décrit par le journaliste Patrick Rodrigue sur le site Internet de La Frontière, en octobre 2016, Chance Goldmine a annoncé qu'elle faisait l'acquisition d'intérêts de groupes de propriétés localisés dans le secteur du chemin Chimo à Louvicourt, qui mène notamment à la pourvoirie du lac Machi-Manitou. Celles-ci, regroupées sous le nom du projet Cadillac Est, comprennent notamment la propriété Nordo. Lors de l'acquisition, les données relatives à Nordo n'avaient qu'une valeur historique, les évaluations de l'époque n'ayant pas été réalisées selon les normes actuellement reconnues. Or, Chalice Gold Mine vient de se faire confirmer que les ressources de Nordo totaliseraient 30 200 onces d'or indiquées et 146 300 onces d'or présumées. Ce calcul a été tiré de données historiques s'étendant de 1981 à 2008 et de forages plus récents réalisés entre 2006 et 2008. Chalice Gold consacrera donc les prochains mois à différents travaux d'exploration en vue de mieux définir le gisement et d'analyser les possibles extensions de différentes zones. Une première phase de 2000 mètres de forage a été récemment amorcée. Celle-ci testera des cibles à faible profondeur. Des travaux plus importants devraient débuter au mois d'avril. Ceux-ci comprendront du forage, de l'échantillonnage et aussi des levées aériens. Tolérance Zéro, une entreprise qui offre un service de raccompagnement à l'année, principalement pour les clients des bars, veut s'établir en Abitibi-Témiscamingue. Le service inspiré de Nez Rouge est déjà présent dans 9 autres régions du Québec. Tolérance Zéro travaille essentiellement avec des chauffeurs bénévoles et ceux qui l'utilisent doivent payer 65 $ par année pour un abonnement. En Abitibi-Témiscamingue, l'entreprise Raccompagnement Abitibi offre déjà le service depuis l'été dernier. Les raccompagnements sont assurés, entre autres, à Rouyn-Noranda du jeudi au samedi, moyennant un abonnement annuel de 50 $. L'accompagnateur Mario Lacasse explique que le service est peu connu et qu'il reste du chemin à faire pour toucher le plus de gens possible. Le président de Tolérance Zéro du Centre du Québec, Éric Champagne, a expliqué, et je le cite, « On aimerait bien s'établir là-bas. On attend l'intérêt de quelqu'un qui voudrait gérer ça là-bas. C'est une région qu'on a ciblée, mais on attend l'appel d'une personne qui aurait le goût de s'occuper de ça. » Fin de la citation. Et voilà ce qui conclut Infotémis. Merci beaucoup de votre présence et au nom de toute l'équipe, passez une très belle semaine. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.